En 1048, Kiev, une délégation diplomatique française négocie la main de la fille de Yaroslav le Sage, grand prince de la Russe de Kiev, et inaugure ainsi les relations franco-russes. Le 19 mai 1051, Anne de Kiev épouse le roi des Francs Henri Ier. Si la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine se disputent sa postérité, l'inscription apposée à la pierre tombale d'Anne est sans équivoque. Anna, reine de France, princesse de Russie. Elle donnera notamment naissance à Philippe Ier, qui deviendra à son tour roi des Francs. La France et la Russie ne sont donc pas deux inconnus qui se rencontrent au XXIe siècle, au détour d'un sommet international. Ce sont deux entités millénaires qui, après de nombreux moments de gloire et de tourments, doivent réapprendre à se comprendre à l'avènement d'un monde multipolaire. Cela est nécessaire et possible, car, contrairement à beaucoup d'idées reçues et mises sciemment en avant, Français et Russes sont loin d'être systématiquement opposés. Nous pouvons raisonnablement et en bonne intelligence conforter certaines positions occupées par l'un ou l'autre à l'international. Que l'on soit d'accord avant d'entamer le sujet, cette série porte sur l'inscription dans le temps des relations entre nos deux pays, ainsi que sur les aspects qui nous relient et qui doivent nous permettre de réfléchir à une politique bilatérale empreinte de pragmatisme et débarrassée de préjugés. En revanche, cette série ne portera pas sur les aspects de politique intérieure et extérieure, propres à chacune de ces nations et qui ne touchent pas ou peu l'autre partie. 2 vidéos traiteront du sujet. Dans ce premier épisode, nous allons passer en revue la relation séculaire unissant nos deux pays, puis dans le second épisode, nous aborderons les nombreuses convergences existant encore, fruits de cette longue histoire commune, ainsi que les axes de développement, tout aussi nombreux, à amplifier et à faire fructifier. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, les contacts franco-russes se limitent à l'envoi de délégués pour des missions ponctuelles. En 1717, Pierre Ier arrive à Paris pour y passer 2 mois. Revenu de son voyage, il signe les lettres de créance du premier ambassadeur russe en France, qui marque le point de départ de relations diplomatiques établies entre les deux pays. Ce tsar réformateur souhaitait voir ce qu'il y avait de plus remarquable dans le royaume de France pour l'adapter à son empire et inspirer les travaux qu'il entreprenait depuis 1703 à Saint-Pétersbourg. Il y créera notamment en 1724 l'Académie russe des sciences et des arts. La France est restée, depuis cette époque, l'un des principaux partenaires européens de la Russie, et les relations entre les deux pays ont, en grande partie, déterminé la situation en Europe et dans le monde. L'ère de Catherine II fut marquée par un intérêt particulier envers la culture et la vie intellectuelle de la France. L'impératrice russe admirait Montesquieu et était en correspondance avec Voltaire. Elle acheta d'ailleurs la bibliothèque de ce dernier ainsi que celle de Diderot. La haute société russe de cette époque parlait et écrivait en français. C'est elle aussi qui commença l'achat de nombreux tableaux français et d'Europe occidentale, constituant ainsi la première collection de ce qui allait devenir le musée de l'Ermitage, le plus riche en peinture française dans le monde après le Louvre. Mais Catherine II s'oppose à la Révolution française. En 1793, les relations diplomatiques entre la France et la Russie furent rompues et le traité de commerce signé en 1787 fut dénoncé. En juin 1807, la grande armée de Napoléon Ier bat l'armée russe à la bataille de Friedland, et le 7 juillet de la même année, la France et la Russie signent le traité de Tilsit, qui fait des deux pays des alliés. En 1812, après avoir conquis presque toute l'Europe, l'empereur français veut s'emparer de l'Inde, alors colonie anglaise. L'Angleterre ayant la maîtrise des mers, son seul espoir est de prendre l'Inde par la terre. Pour ce faire, il doit contrôler la Russie. Ajoutons à cela que par l'entremise de Talleyrand, Alexandre Ier, tsar de toutes les Russies, fut convaincu de ne pas honorer son alliance quelques années plus tôt. En juin 1812, l'armée napoléonienne pénètre en Pologne. C'est le début de la campagne de Russie. Napoléon entre dans Moscou en septembre 1812, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. Les Russes ont abandonné à une armée française décimée une ville aux 3/4 brûlée, sans nourriture ni aucune sorte de provision. Devant l'imminence de l'hiver russe, Napoléon n'a d'autre choix que de battre en retraite et de retourner en France. Très hostile à la Révolution française de 1848, qui aboutit à la proclamation de la République,
Nicolas Ier envisage une guerre contre la France et lance un manifeste pour la justice de Dieu et pour les principes sacrés de l'ordre établi sur les trônes héréditaires. Le 13 mars 1853, à la suite d'un conflit diplomatique, la France et l'Angleterre viennent au soutien de l'Empire ottoman et déclarent la guerre à la Russie. La campagne de Crimée finit par la défaite de l'armée russe et par le traité de Paris du 30 mars 1856. Après la rencontre des deux empereurs, Alexandre II et Napoléon III, à Stuttgart, en 1857, les relations diplomatiques entre les deux pays furent reprises. En 1874, le professeur Louis Léger inaugura à l'école des langues orientales l'enseignement du russe. L'empereur russe prend part à l'exposition universelle de Paris en 1878. En Russie, le français reçoit une marque sociale, il devient la langue de l'aristocratie. En 1892 fut signé un accord entre la France et la Russie, établissant ainsi une alliance. Elle se manifeste notamment par la visite médiatisée du tsar Nicolas II à Paris, le 5 octobre 1896. Le même jour, un décret paraît au journal officiel. Le pont qui doit être établi sur la Seine à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 est nommé pont Alexandre III, en l'honneur du père du tsar Nicolas, artisan de l'alliance franco-russe, dont les pourparlers officieux débutèrent en 1891. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Lors de cette période, la France devient le premier créancier de la Russie et son premier partenaire économique. L'alliance reste en vigueur jusqu'en 1917, date à laquelle l'Empire russe est renversé par la révolution bolchevique. La jeune république bolchevique ne reconnaît pas l'alliance avec Paris et, peu après son arrivée au pouvoir, le régime communiste répudie les nombreux emprunts émis par la Russie tsariste au XIXe et XXe siècle auprès de la France. Après la révolution de 1917, de tous les pays, c'est la France qui a accueilli la majorité des exilés russes. En octobre 1924, la France reconnut l'URSS par un télégramme adressé au président du Conseil des commissaires du peuple. En 1932, le ministre soviétique des Affaires étrangères, Maxime Litvinov, avertit Staline que l'Allemagne de Weimar est en phase terminale, et le presse de tenter un rapprochement avec la France et le Royaume-Uni pour contenir les avancées du nazisme. En 1934, cette politique est bien accueillie par le ministre français des Affaires étrangères, Louis Barthou, et permet des négociations qui aboutissent le 2 mai 1935. Un an avant le Front populaire, Pierre Laval, président français du Conseil des ministres, et Joseph Staline, secrétaire général du comité central du Parti communiste du RSS, adoptent un traité d'assistance mutuelle. Lors de la crise tchécoslovaque, le pays étant menacé d'invasion par l'Allemagne, l'URSS réclame la tenue immédiate de négociations militaires entre des représentants des forces soviétiques, françaises et tchécoslovaques, ainsi que l'inscription de la crise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la Société des Nations. L'ambassadeur soviétique, Ivan Maïski, indique que son pays est disposé à apporter une aide militaire à la Tchécoslovaquie, à condition que la France et le Royaume-Uni en fassent autant. Ces derniers refusent et signent les accords de Munich en septembre 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'escadron de chasse Normandie-Niemen, des forces aériennes françaises libres, combattit sur le front de l'Est dans les rangs soviétiques. Le 25 août 1943, le gouvernement de Moscou reconnaît le Comité français de libération nationale. La dernière alliance franco-russe est signée à Moscou le 10 décembre 1944 par Staline et le général de Gaulle, alliance éphémère comme tant d'autres, puisqu'elle fut dénoncée par l'URSS après l'entrée de la France dans le pacte de l'OTAN. Mais le général de Gaulle a toujours voulu, en pleine guerre froide, inclure la Russie dans sa réflexion stratégique d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Entamé le 20 juin 1966, le voyage d'État en URSS du président de Gaulle est le point d'orgue d'une vingtaine d'années de bonnes relations entre les deux pays, amorcées par la conclusion d'un accord commercial franco-soviétique à long terme en 1964. Le général de Gaulle affirmait dans son discours « Depuis les temps très lointains où naquirent nos deux nations, elles n'ont cessé d'éprouver l'une pour l'autre un intérêt et un attrait tout à fait particuliers. Une considération et une cordialité réciproques que n'ont brisé depuis des siècles ni certains combats d'autrefois, ni des différences de régime, ni des oppositions suscitées par la division du monde. Les relations des deux pays se tendent à la suite de l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 par l'armée rouge. L'URSS a par ailleurs soutenu activement le Viet Minh contre l'armée française pendant la guerre d'Indochine. En 1977, l'URSS ouvre un consulat à Marseille et la France à Leningrad,
afin d'intensifier les relations diplomatiques et les échanges culturels entre les deux pays. Le 7 février 1992, 3 mois après la dislocation de l'URSS, la France reconnaît la Russie comme État successeur de l'URSS. Président de la nouvelle Fédération de Russie, Boris Eltsine se rend à Paris en février 1992. Cette visite est notamment l'occasion de signer, le 7 février, un traité franco-russe qui se substitue au traité franco-soviétique d'entente et de coopération qui avait été signé le 29 octobre 1990 à Rambouillet. Rappelant l'amitié traditionnelle et la sympathie que se portent les peuples, le traité mentionne nombre de points de convergence entre les deux pays et notamment l'importance de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe dans la sécurité européenne et le soutien que la France s'engage à apporter à la Russie auprès des organisations financières internationales. Le gouvernement français apporte son soutien en 1996 à Boris Eltsine lors de la campagne présidentielle russe. Cordiale sous la présidence Chirac, les relations franco-russes vont se tendre sous la présidence sarkozyste, notamment par le glissement idéologique atlantiste de l'entourage du président. Peu avant d'être élu président de la République, Nicolas Sarkozy se montre hostile envers la Russie. Dans un entretien accordé à la revue Le Meilleur des Mondes, en novembre 2006, il annonce qu'il ne serrera pas les mains tachées du sang des Tchétchènes. Le chef de l'État qui souhaite s'imposer comme le leader de l'Europe des droits de l'homme omet le pragmatisme nécessaire aux relations internationales et au besoin de ne pas laisser l'émotion prendre place dans les décisions. Vite rappelé à l'ordre par la réelle politique russe, il rectifie le tir et parvient en 2008 au plan de paix Sarkozy-Medvedev qui met fin à la deuxième guerre d'Ossétie du Sud, qui opposa la Géorgie aux républiques sécessionnistes d'Abkhazie, d'Ossétie du Sud Alanie et à la Russie. En 2010, la France vend un navire de classe Mistral à la Russie, premier contrat d'armes franco-russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le 21 mars 2014, en pleine crise ukrainienne, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, annonce l'arrêt de la coopération militaire franco-russe, tandis que l'Union européenne adopte des sanctions à l'encontre de la Russie. Outrepassant le droit des contrats, l'Élysée soumet alors la vente à deux conditions: un cessez-le-feu et un règlement politique de la crise ukrainienne. Cette situation tend nettement les relations diplomatiques franco-russes depuis cette décision. En 2017, le président Macron reçoit Vladimir Poutine à Versailles. L'élargissement du dialogue à des sujets sensibles semble s'accompagner de son approfondissement en direction de la société civile. Au-delà des responsables politiques et économiques, ce sont les peuples qui sont invités à se rapprocher. Ce rapprochement est le sens du dialogue de Trianon, lancé par les deux dirigeants lors de la visite officielle. Ce rapprochement est bref, et en novembre 2018, Emmanuel Macron appelle à créer une vraie armée européenne pour faire face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante. Une nouvelle fois, la Russie a l'épouvantail dressé pour justifier une volonté politique, tout en prenant soin de ne pas pointer les menaces structurelles et conjoncturelles auxquelles la France et l'Europe font face, comme si la Russie, seule, suffisait à la justification d'une armée européenne. Malgré de nombreux points de tension, Emmanuel Macron semble de nouveau chercher à rapprocher la France et l'Europe de la Russie. Il convie notamment Vladimir Poutine au fort de Brégançon en marge du sommet du G7 de 2019 et défend la réintégration de la Russie au sein du Conseil de l'Europe. Il y déclare « Parce qu'elle est européenne, la Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs à laquelle nous croyons. » L'empoisonnement de l'opposant russe, Alexeï Navalny, le 20 août 2020, a mené une campagne de désinformation de part et d'autre. Je vous renvoie d'ailleurs ici à la très bonne vidéo de la chaîne Terra Bellum sur le lien entre la guerre du gaz et Alexeï Navalny. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont eu des entretiens fréquents depuis ce mois. Sur la Biélorussie, Paris se rassure en constatant l'absence d'une intervention militaire. Pour le reste, c'est l'attente. Emmanuel Macron s'est entretenu le mardi 22 décembre 2020 avec ses homologues russes Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky au sujet du conflit russo-ukrainien. Un an après le sommet qui les avait réunis à Paris pour trouver une issue au conflit. Les prochaines étapes de discussion ont été évoquées dans le cadre du format de Normandie, qui réunit Moscou, Kiev, Paris et Berlin. Le Kremlin a indiqué dans un communiqué que l'entretien avait porté sur la situation dans le Donbass, mais aussi au Nagorno-Karabakh, ainsi que sur l'accord sur le programme nucléaire iranien, la Syrie ainsi que la Libye. Une possible coordination sur l'accès aux vaccins dans le cadre de l'initiative ACT-A a été évoquée,
Ceci est un dispositif de l'Organisation mondiale de la santé devant garantir que les pays riches ne monopoliseront pas les traitements, tests ou vaccins. Les présidents français et russes semblent alterner le chaud et le froid sur leurs relations sans pour autant rompre le dialogue. Fluctuantes, les relations franco-russes sont, à quelques rares exceptions près, maintenues. Plusieurs alliances et accords, ainsi que plusieurs guerres et tensions, sont venus ponctuer notre histoire commune. Cependant, malgré les déboires partagés et une position géographique éloignée, la France et la Russie gardent des attaches solides, leur permettant, malgré les changements de gouvernants et d'idéologie, d'entretenir une connexion soutenue dans de multiples domaines. Tout cela, nous le verrons dans le second épisode de cette série sur l'importance réciproque des relations franco-russes. À bientôt sur Résistance Historique.